Bonjour, je m'appelle Frédéric Maps, je suis professeur titulaire au département de biologie de l'Université Laval et je suis spécialisé dans la modélisation numérique des écosystèmes marins, en particulier des écosystèmes marins arctiques et subarctiques. La première chose que je voudrais que tout le monde sache, c'est que vous vous baignez au milieu de tout ça lorsque vous allez à la mer. Et tout ça, c'est du zooplancton, justement. Donc, ce sont les petits animaux qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Si vous mangez du thon rouge, vous aimez le poisson, vous aimez le sébaste, le maquereau, peu importe, à un moment donné, ces poissons ont eu besoin de ce zooplancton. Ou même si vous êtes allé à Tadoussac pour observer les baleines, eh bien, il y a des baleines qui se nourrissent directement sur ce zooplancton. Alors, en particulier, ça c'est des copépodes, donc c'est un mot un peu compliqué pour parler de toutes petites crevettes de quelques millimètres de long, comme des gros grains de riz. Et ce sont les animaux les plus abondants de la planète, parce que si on regarde le volume des océans et la quantité de copépodes qu'on y retrouve, finalement, c'est eux qui dominent. Alors il faut que vous imaginiez que ces petits organismes sont vraiment essentiels dans nos océans, comme le golfe du Saint-Laurent, l'océan Arctique, parce qu'ils ont une particularité, c'est d'être composés en majorité de lipides, donc de gras essentiels. Vous avez peut-être entendu parler des oméga 3 et ces gras-là, qui sont de très très bonnes sources d'énergie, très importantes pour justement tout ce qui les mange. Alors c'est comme les petites olives, des petites olives de l'océan, très prisées par tout ce qui y vit. Et donc c'est une part importante de ma recherche, comprendre ces organismes, comprendre comment ils sont distribués dans les océans et comment les changements des conditions environnementales vont les affecter. Est-ce que les grandes espèces qu'on voit au-dessus, qui flottent parce qu'elles sont chargées de lipides, seront remplacées par les petites qu'on voit en bas, qui sont beaucoup moins riches, beaucoup moins satisfaisantes pour les prédateurs? C'est des questions qu'on se pose en ce moment, auxquelles on n'a pas encore tout à fait toutes les réponses. Il s'agit de faire des modèles informatiques qui nous permettent de mieux comprendre, par exemple, les interactions entre les courants marins, la circulation des courants marins, les changements de propriétés comme la température, la salinité, la lumière, sur la production de plancton, essentiellement à la base du réseau trophique marin, donc des petites cellules qui font la production primaire de l'océan et qui sont à leur tour mangés par du zooplancton, qui sont eux-mêmes consommés par les poissons, les petits poissons, les plus gros poissons, etc. Alors au début, j'ai travaillé essentiellement sur des écosystèmes plus tempérés comme l'Atlantique Nord, le golfe du Saint-Laurent, le golfe du Maine, mais les problématiques de recherche qu'on rencontre en Arctique sont de très beaux défis, sont très intéressantes. C'est un milieu qui en lui-même représente aussi un gros défi d'accès, un défi logistique. Donc savoir ce qui se passe sous la glace, c'est pas facile. Donc pour quelqu'un qui est curieux et qui est motivé par la recherche, ça allait un peu de soi d'aller voir ce qui se passe là-haut. Surtout qu'au Québec et au Centre Québec Océan, on a une expertise de calibre international vraiment très reconnue sur ces questions de recherche-là. Donc, en côtoyant ce milieu, au fil de mes études et de ma carrière, en début de carrière en tout cas, j'ai été très attiré et soutenu en fait pour aller étudier ces environnements très particuliers. L'intérêt avec les résultats de modélisation, c'est que c'est quand même assez visuel. On peut faire, alors nous on sort toutes sortes de valeurs qu'on étudie, avec lesquelles on fait des statistiques, mais on peut aussi faire de très belles représentations, des cartes, des animations qui nous montrent l'évolution dans le temps et dans l'espace des caractéristiques de l'océan. Et donc ça se prête très bien justement à de la vulgarisation scientifique, à des projets éducatifs, à des projets qui se font en concertation avec des communautés locales, avec des utilisateurs. Alors les outils de modélisation numérique ont gagné un petit peu en popularité, ou en tout cas le grand public en a pris connaissance au fur et à mesure de l'arrivée des rapports des groupes d'experts sur le climat, justement, en réponse à l'urgence climatique qui nous touche tous de très près en ce moment. Et donc,
mes travaux en tant que tels ne sont pas directement impliqués dans ces rapports-là, mais ils font partie de l'ensemble des petites briques que la communauté scientifique puis que la communauté des chercheurs mettent ensemble pour élaborer nos connaissances et pour construire maintenant, je dirais, moi j'aime bien appeler ça des petites briques qui construisent le mur de la certitude que les changements climatiques sont causés par nos activités et ont des conséquences sur lesquelles il faut agir. Il y a deux grandes façons de travailler avec ces outils numériques. La première, c'est de faire des outils qui permettent de résumer l'ensemble de nos connaissances de façon cohérente pour mieux comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes complexes. Et la deuxième, c'est ce qui intéresse souvent plus les gens, les prévisions, un peu comme des prévisions météorologiques. On essaye de faire des prévisions écologiques qui nous permettent de voir à plus ou moins long terme à quoi s'attendre à cause justement des impacts des changements climatiques en cours. Donc un exemple simple concernant directement les milieux arctiques, on prévoit déjà que d'ici une dizaine d'années maintenant, il est très possible qu'en été, il n'y ait plus de glace du tout au-dessus de l'océan Arctique. Ça, c'est quelque chose de physique qui va avoir des conséquences écologiques évidentes. Donc, on comprend tous que des espèces qui sont liées de près ou de loin à la glace vont avoir à s'adapter, si elles le peuvent, à mitiger les impacts dans la mesure du possible, ou bien vont tout simplement disparaître. Donc ça, c'est des prévisions, des scénarios sur lesquels on peut travailler avec les outils numériques. Alors aujourd'hui, en tant que chercheur, je suis impliqué dans Québec Océan au niveau de certaines structures décisionnelles, donc le conseil d'administration. Je suis impliqué dans le conseil d'administration. Je suis aussi impliqué comme responsable d'un thème de recherche qui concerne justement le développement de nouveaux outils pour observer et modéliser les environnements marins. Donc je suis aussi, en tant que chercheur, encore une fois, superviseur d'étudiants, de postdoctorants, de professionnels de recherche qui sont aussi des membres de la communauté de Québec Océan et qui font vivre tout cet écosystème de recherche. Alors, Québec Océan, pour moi, personnellement, c'est très particulier parce que je suis vraiment un bébé de Québec Océan. J'ai commencé mes études graduées au moment où Québec Océan a été fondé il y a 20 ans. Je suis arrivé l'année de sa création et j'ai intégré en tant qu'étudiant à la maîtrise Québec Océan et je n'ai jamais quitté ce groupe. En fait, je l'ai vu changer, j'y ai participé de différentes façons, à la maîtrise, au doctorat, en tant que postdoctorant à l'étranger aux États-Unis, jeune chercheur et chercheur plus établi maintenant. Donc, ce groupe m'a définitivement accompagné tout au long du processus. Et à chaque fois, le support que j'ai pu recevoir, qu'il soit financier, logistique ou simplement me permettre de rencontrer des chercheurs de différents horizons, de différents instituts, ça a toujours été déterminant, ça a toujours été clé pour moi. Donc, par exemple, en tant que jeune étudiant, des aides financières pour aller à des congrès, pour aller rencontrer nos pairs à l'étranger, aller se spécialiser pendant des stages, nous aider encore une fois financièrement pour la publication d'articles scientifiques. On sait que dans la carrière d'un ou d'une jeune chercheuse, publier ses découvertes, c'est fondamental. Le support logistique aussi avec les appareils auxquels on avait accès pour mener nos expériences de terrain. Le support ensuite, encore une fois, de la communauté, de tous les chercheurs actifs en océanographie au Québec. Ça permet de développer un réseau, ça permet de se faire connaître, ça permet de trouver des opportunités comme celle qui a été l'opportunité de postuler à un poste de professeur à l'Université Laval. C'est par les réseaux de Québec Océan que j'ai pu être au courant de cette opportunité et me préparer adéquatement.
Alors c'était une époque, donc 1999, au tournant du millénaire. C'est une époque où il y a eu des changements importants. Alors je me souviens pas de tout parce que j'étais pas acteur, disons, de ces changements-là, mais c'était plusieurs institutions qui travaillaient en océanographie. Il existait déjà un regroupement avant, le GIROC, qui fonctionnait un peu différemment. Et ce dont je me souviens, c'est que l'arrivée de Québec Océan a vraiment permis de mettre les étudiants au cœur de la mission de l'organisme. Donc le support qu'ont obtenu les étudiants est peut-être devenu encore plus important et plus concret. Alors quand on commence comme étudiant gradué, on n'a un peu aucune idée de ce que ça apporte d'être membre de ces regroupements-là, et c'est avec le temps qu'on finit par s'en rendre compte. Moi, j'avoue qu'à la première réunion scientifique annuelle, j'ai trouvé ça très intéressant, très sympathique. Le party du milieu était très bien aussi, m'a laissé de bons souvenirs. Et on a cherché à émuler ça au fil des années, avec des présentations de pointe dans la recherche, des moments d'échanges sociaux et culturels toujours aussi enrichissants. Ce que j'ai remarqué au fil du temps de Québec Océan, c'est l'importance qu'a pris la recherche océanographique, la recherche marine en Arctique et ailleurs, partout dans le monde, au sein de la communauté de recherche québécoise. C'est une science qui est tout à fait mûre, avec des acteurs qui ont atteint l'apogée de leur carrière pendant cette période-là, et depuis quelques années, et donc tout un réseau toute une communauté d'étudiants et d'étudiantes, de jeunes chercheurs qui sont passés par Québec Océan qui, depuis quelques années, en fait, ont pu s'établir maintenant comme chercheurs, soit ici chez nous au Québec, soit à l'international, ailleurs au Canada, à l'international, et qui gardent ces liens de collaboration forts. Et ça permet d'établir des projets d'envergure, des projets européens, américains, internationaux, canadiens, qui contribuent à renforcer, encore une fois, de toutes sortes de façons, la recherche en océanographie. Donc, ce que j'ai vécu, moi, au cours de 20 ans, c'est vraiment la maturation de ce domaine pour l'emmener encore plus loin que là où il était déjà rendu. Et maintenant, pour parler en jargon écologique, un recrutement de jeunes chercheurs et chercheuses qui sont passés par cette pépinière et qui continuent de contribuer et qui ont un sentiment d'appartenance qui est fort et qui est garant d'un bel avenir pour la recherche océanographique au Québec. Pour la science en général, les forces de Québec Océan, c'est d'assurer un réseautage actif, permanent. Donc il est facile de savoir ce que font les autres chercheurs, il est facile de développer un réflexe, de collaborer, de monter des projets d'envergure qu'on ne peut pas faire tout seul. Par définition, la science marine, c'est un peu comme la science spatiale. Tout seul dans son coin, on fait pas grand-chose. Ça prend au minimum un bateau avec de l'équipement, du temps, des marins. Et même si on parle de plus en plus de moyens autonomes d'observation de l'océan à travers des bouées, des flotteurs, des planeurs sous-marins, ça prend toujours une logistique lourde qui ne peut être que collective. Donc Québec Océan nous garantit ça. Garantit aussi une masse critique de chercheurs pour assurer notre réputation, notre place à l'international. Lorsque des décisions d'encore plus grande envergure se prennent, eh bien les chercheurs québécois ont leur place autour de la table. Et pour la société, ça garantit à la province et au pays que les populations et les décideurs ont accès à cette expertise-là, à une expertise qui est à la pointe de la recherche, qui est concertée, qui est à l'écoute des besoins, parce qu'on sait très bien que nos moyens de recherche proviennent de la société, en fait, par les subventions gouvernementales.
Il y a de très beaux exemples récents sur la mise en valeur des ressources halieutiques du Saint-Laurent, donc avec des initiatives comme Manger notre Saint-Laurent, comme la recherche de pointe qui s'est faite pour être capable de mieux affronter de potentiels déversements toxiques dans l'estuaire et le golfe, des problématiques relativement nouvelles et quand même préoccupante de perte d'oxygène dans les fonds marins du golfe de Saint-Laurent. Tout ça passe d'une façon ou d'une autre par les activités de recherche de Québec Océan. Et les connaissances qu'on en retire ont un intérêt direct pour la population, pour les décideurs, qui eux-mêmes peuvent orienter dans une certaine mesure nos propres actions de recherche. Donc si on constate qu'une question a une résonance particulière pour la société, comme la perte d'oxygène dans le fond du Saint-Laurent, par exemple, ou l'impact d'activités économiques dans un port particulier, eh bien, on est là pour répondre et pour essayer de fournir des réponses. Je vois un futur brillant, un futur où on peut compter sur la relève qu'on est en train de former. Il y a réellement un changement de génération qui s'opère en ce moment, comme partout ailleurs dans notre société, avec des jeunes qui ont grandi avec cette notion on doit développer notre recherche en concertation avec le milieu, en concertation entre les chercheurs, donc une recherche qui est plus collaborative, qui est plus inclusive et qui a peut-être moins peur même d'un certain côté militant même face à l'urgence des conséquences des réchauffements climatiques causés par nos activités humaines sur les écosystèmes. Donc il y a un réel changement qui est en train de se mettre en place, mais tant qu'une recherche de qualité se fait, et c'est le cas, moi je vois un brillant avenir pour Québec Océan dans les 20 prochaines années et plus. Alors, s'ils hésitent à rejoindre les rangs de Québec Océan, je leur dirais qu'en premier lieu, inscrivez-vous pour avoir la chance de vivre la première réunion scientifique annuelle et son fameux party qui laisse des souvenirs impérissables. Et puis, restez pour profiter de tout le réseautage scientifique dont vous allez bénéficier, de toutes les aides qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement dans vos objectifs de développement de carrière, pour la publication, pour l'accès à des plateformes de recherche comme les navires océanographiques du Québec et d'ailleurs, des projets concertés, des projets d'envergure à l'intérieur desquels il y a certainement une place pour les objectifs personnels de chacun. Et puis ensuite, partez, allez prendre de l'expérience ailleurs, à l'étranger, mais revenez parce que, comme je l'ai dit, je suis convaincu qu'il y a un avenir pour la recherche en océanographie chez nous. Une recherche de calibre international, de qualité et stimulante. Je veux juste insister sur le fait que j'ai eu énormément de plaisir au cours des 20 dernières années à être un membre sans interruption de Québec Océan tout au long de mes études d'abord, puis du développement de ma carrière, puis de l'établissement de ma carrière, puis j'essaye de transmettre ce plaisir à mes propres étudiants, puis je pense que ça marche jusqu'à présent. Puis longue vie à Québec Océan.